Bonsoir à tous et bienvenue dans le bistrot du Parti de la France. Alors qu'est-ce que c'est que le bistrot du Parti de la France? Bah écoutez, c'est comme le forum du Parti de la France, sauf qu'au lieu d'avoir 2 invités, j'en ai 6 et que nous sommes également accompagnés d'alcool. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a 3 fois plus d'invités que l'émission sera 3 fois plus longue, c'est juste que nous serons plus dans une conversation entre amis dans un bar que réellement en train de répondre à des questions complexes et exigeantes. D'ailleurs, je vais commencer directement par servir mes clients. Thomas Joly, président du Parti de la France, qu'est-ce que je vous sers? Alors après manger, là, je verrais bien une bière assez forte. Une lef rituelle, 9 degrés, s'il vous plaît. Hop, rituel 9 degrés, vous êtes servi. Pierre-Nicolas Nups, vous êtes le responsable du Parti de la France de Lorraine et membre du bureau politique. Qu'est-ce que je vous sers? Tu me mets une grosse pinte de Henken, s'il te plaît, une pinte de 1 litre pour une pinte de fiotte. D'accord, pas une pinte de fiotte, mais pour une bière de fiotte. Ensuite, nous avons que des invités. Non. Une bière, une bière de ménage, c'est-à-dire une bière de consommation courante, c'est-à-dire une bière que l'on boit en dehors des repas. Parce que je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un alcoolique. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne bois du vin que pendant les repas. Le reste de la journée, je tourne aux bières, à l'acide, puis un petit peu de cognac, mais jamais de vin en dehors des repas. Ici, on tolère les ivrognes, pas les alcooliques. Et je vous donne votre pinte. Le docteur Maury t'aurait dit de soigner au pinard. Il y a un célèbre docteur, d'ailleurs, qui devrait avoir quelques rues à son nom, et qui soigne par le vin. Il explique qu'il faut boire certains vins entre les repas. Enfin, c'est à titre médical, bien sûr, mais le docteur Maury n'incitait pas à l'alcoolisme. Le docteur Maury, justement, disait qu'il était parfaitement possible de se soigner par le vin, c'est d'ailleurs ce que je fais. Bon, la dernière fois pour le Covid, ça n'a pas très bien marché, mais la plupart du temps, ça marche. Et il disait que si jamais on remboursait le vin par la sécurité sociale, il y aurait beaucoup moins d'alcooliques en France. Très bien, et peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler ce soir, mais que des invités de marque ce soir, des invités de qualité, enfin des invités, je devrais dire des clients plutôt. Bruno Hiroux, vous êtes secrétaire général du Parti de la France, qu'est-ce que je vous sers? Tu me mettras une bouteille de rouge, s'il te plaît, un Bordeaux de 2021. Demander à un Bourguignon à Bordeaux, c'est très, comment je pourrais dire, c'est très courageux, mais bon, je vais m'exécuter en tant qu'employé. Victor, vous êtes un militant du Parti de la France de Normandie, vous êtes membre du bureau politique également, le plus jeune, je crois. Qu'est-ce que je vous sers de votre côté? Comme notre président, je vais me ranger à l'idée d'une bière plutôt forte, plutôt consistante, car je viens de manger. Donc pour moi, ce sera une tripel carmélite. Tripel carmélite, tout de suite, monsieur Jean de la Gillardet. Ensuite, Yannick... Heureusement que Maxime Leroy n'est pas là, sinon là il pousserait des hurlements, des cris. Ah bah là c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Il sera invité au prochain, je pense, et là il pourra nous sortir une bière qui doit être produite à 3 litres par an en France, qui doit faire 14 degrés et qui doit être noire, je pense, marron noir, voilà. C'est les bières de Maxime Leroy. Non, en plus il n'est pas là, il peut pas se défendre, mais bon, vous allez voir, il va vous faire un cours sur la bière. Et oui, pourquoi pas une émission sur la bière artisanale avec Maxime Leroy, nous verrons cela. Après tout, il vient du Nord, il doit s'y connaître un petit peu, et je sais très bien qu'il est psychorigide sur la question, mais ça peut être une qualité. Je vais continuer de servir mes clients. Maintenant, nous avons Yanis Morio. Yanis Morio, vous êtes, je pourrais dire, vous êtes un habitant de Bourgogne, vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France également. Alors, ne me décevez pas, vous qui venez de la même région que moi. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, ce soir, on va faire un petit clin d'œil à notre ami Frédéric Avalli, puisque je vais commander une bouteille de Sambuca. Donc, c'est une anisette italienne, comme son nom l'indique, qui se boit, c'est un peu comme la Cristal, un peu comme le Berger, mais un petit côté doux derrière, voilà, qu'on boit avec de l'eau, évidemment. Alors, il faut pas confondre l'anisette avec la nuisette. Hein. C'est ce qu'on prend quand on va dans les bordels en Allemagne. Ah, Yanis. Je me souviens aussi de boissons houblonnées qui étaient comprises dans le prix. C'est l'avantage d'ailleurs sur la législation des soft drinks outre-Rhin est beaucoup plus avantageuse puisqu'elle inclut la bière. On devrait faire ça en France aussi, mais être encore plus large. SO, le FKK. Et évidemment, Frédéric Avalli, vous me faites la transition, Yanis. Effectivement, Frédéric Avalli, Île-de-France, vous êtes représentant du Parti de la France en Île-de-France et vous êtes membre du bureau politique. Bonsoir Frédéric, c'est un plaisir de vous recevoir de nouveau. Qu'est-ce que je vous sers à vous? Bonsoir mon cher barman préféré, bonsoir à tous tes clients bien-aimés.
Alors moi, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit verre de liqueur de cappuccino avec un glaçon. Voilà, merci, oui, c'est nickel. Voilà, liqueur de cappuccino, juste ici, là, que vous avez ramené d'Italie. Ça devrait être... Absolument. Là, je reviens d'Italie pour vous le ramener. Voilà. Ça existe, cette boisson des enfers, une liqueur de cappuccino. Putain. Bah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Merci, est-ce qu'on peut pas faire plutôt un Non, café mais- amaretto? Ça, c'est plus italien, ça. Un café amaretto, ça, tu dois connaître, Frédéric. Complètement. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de digestifs italiens ensemble ce soir. Hein. Eh ben, tu sais quoi, Honnêtement, Inger? Tu me remets un limoncello, s'il te plaît. Eh ben, je vous mets Ah. un limoncello. Pas plus haut On que peut le se verre. faire un limoncello et se le prendre dans la gueule. C'est dégueulasse, c'est un truc de bonne femme à 12 degrés, c'est imbuvable. Et je crois que la marque Vedren, qui Oui, est mais c'est située... pas pratique pour amener la jeune femme dans les toilettes lorsqu'elle n'a pas envie au départ. Eh ben, bam, 2 ans de prison, parfait. Du coup, oui, je crois que la marque Vedren... Humour bien sûr. Humour, absolument. Je crois que la marque Vedren, qui est située à Nuit-Saint-Georges dans ma région, fait justement de la liqueur de cappuccino, en tout cas de café, il me semble, faudra vérifier, mais il me semble qu'ils en font. Et bien écoutez, après cette longue intro, moi je vais vous dire que moi aussi je vais boire pendant mon service. Alors moi je me suis préparé 4 bières de Goudal, je ne sais pas si ce sera suffisant, j'irai peut-être en rechercher d'autres. Mais je vous propose, après cette longue introduction, que nous amorcions directement les sujets. Alors soyons chronologiques, pour une fois je vais faire un petit plan, soyons chronologiques. Vous avez peut-être vu que le pape est venu vendredi dernier à Marseille nous faire un discours comme quoi l'assimilation c'était pas bien parce que ça ne respectait pas les différences entre les individus, mais qu'il fallait mieux avoir un système d'intégration pour respecter les cultures de chacun. C'était plus ou moins une promotion, un pied de nez à Zemmour et une promotion de l'islamisation de la France d'ailleurs. Je crois savoir que, je sais pas si vous êtes tous chrétiens ce soir, mais je crois qu'il y a une bonne proportion de chrétiens parmi mes clients. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos du pape? Est-ce que vous êtes d'accord tout d'abord, Yalis Mario? Moi, je préfère me souvenir d'une autre visite d'un pape en France. Ça remonte un petit peu plus ancien. Personne ici, même les plus de 20 ans, ne peuvent plus s'en souvenir. Ça remonte au XIe siècle, à la toute fin du XIe siècle. C'était le pape Urbain II qui est venu à Clermont-Ferrand, enfin, qu'on appelait encore Clermont à l'époque, il n'avait pas encore annexé Montferrand sous Louis XIII, et il avait prêché la croisade. Alors, c'était une très bonne initiative, ça fut une sympathique aventure, une colonie de vacances en Terre Sainte très sympathique, qu'il faudrait remettre au goût du jour. Mais malheureusement, c'était pas au programme. On pouvait toujours espérer qu'au Vélodrome, on nous annonce ça, mais malheureusement, non. Beaucoup de choses ont changé. Donc, bon, bah, que dire, c'est assez lamentable. Je ne suis pas du tout en adéquation avec le discours de cet homme-là, quoi. C'est malheureusement pas ma conception du catholicisme. Et donc, bon, pour prêcher la croisade, d'abord, avant de reprendre Jérusalem, il faudrait déjà reprendre Montreuil et Saint-Denis. Bon, chaque chose en son temps. Mais bon, malheureusement, c'est pas encore le discours qui est donné, mais on peut très bien prendre les devants. On fera tout pour, d'ailleurs. Il y aura toujours quelques ecclésiastiques qui sont pas lunés de la manière de François, qui pourront toujours nous soutenir dans cette tâche. J'en connais évidemment, mais ils ne citeront pas les noms, parce que nous sommes peut-être écoutés par la conférence des évêques de France. Ouais, et bah si la conférence j'allais pas dire des pédophiles, je vais me faire des ennemis, les évêques de France nous écoutent, eh bien, il serait peut-être bien ordonné de méditer sur ce que je vais leur dire. Moi, je veux bien qu'on me dise que la charité et l'accueil, ça fait partie des valeurs chrétiennes. Je suis totalement d'accord avec ça. Précisons que je suis chrétien moi-même. Mais je suis allé visiter le Vatican pendant une journée au mois d'avril. Et ben, je peux vous assurer que là-bas, j'ai vu peu ou très peu de Niolbou. Non, mais il n'y en a presque pas. Alors moi, je dis qu'avant de nous demander de tous les accueillir, il serait d'abord mieux de donner l'exemple. Ils les accueillent d'abord chez eux au Vatican et ensuite on verra. Évidemment, Vas-y, Thomas. Il y a un truc qui est assez amusant, paradoxal, c'est que le pape, il est venu quand même dans une des villes qui doit être les plus musulmanes de France par rapport. Voilà, je serais curieux de savoir quelle est la proportion de musulmans à Marseille. Ça doit être assez impressionnant et les pourcentages aussi de Français de souche qu'il peut encore y avoir à Marseille. Donc il y a le pape qui vient dans une ville colonisée nous faire la leçon. En plus, il ne parlait pas, il n'est pas. En fait, il a une déclaration politique. C'est bien pour ça qu'en fait, ces déclarations
comme l'a dit Jonathan Sturel, qui l'a très bien écrit, qui n'engage pas les catholiques. C'est-à-dire que voilà, le pape est venu faire de la politique. D'ailleurs, il devrait s'abstenir, en plus de venir donner la leçon au peuple européen envahi, pour nous dire prenez encore plus. Vas-y, vous avez le devoir en tant que catholique d'accueillir encore plus d'étrangers. Voilà, donc il vient donner son avis politique, dont on n'a strictement rien à foutre, et il vient nous dire aux Français, mais vas-y, reprenez-en, allez, crevez plus vite. Voilà, et c'est à peine s'il n'a pas dit métissez-vous avec tous ces envahisseurs. Ben voilà, il est venu adresser un message politique, cosmopolite, mondialiste, qui n'a rien à voir avec les dogmes de l'Église, et voilà, il s'est comporté comme un VRP de l'invasion. Donc on peut tout à fait être catholique et estimer qu'il a eu un discours d'enfoiré cosmopolite. Voilà, c'est tout. C'est que le pape n'était pas dans un rôle de chef de l'Église, il était là dans un rôle politique de militant du grand emplacement en Europe. Voilà, c'est ce qu'il est. De toute façon, il doit le penser profondément. Mais il ne faut pas confondre non plus avec le catholicisme. Voilà, c'est actuellement on a un pape qui est complètement inféodé au dogme de notre temps, et surtout pas au dogme de l'Église, et complètement inféodé au dogme de notre temps, que ce soit concernant l'immigration, concernant le délire climatique et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est un pape qui est en phase, tout à fait en phase avec son époque, si l'on peut dire, son époque politique de soumission à toutes les lubies mondialistes, toutes les folies mondialistes. Donc voilà, et en plus dans une ville qui est le symbole de la colonisation de la France par les arabo-musulmans. Voilà, Marseille, on avait coutume de dire une vieille blague qui était de dire la première ville africaine traversée par le Paris-Dakar, c'était Marseille. Voilà, bon, il y avait eu d'autres blagues sur Marseille, mais c'est vrai, ça correspond à une réalité. Marseille, quand vous allez à Marseille, le dernier déplacement que j'ai fait pour partie de la France à Marseille, eh bien, j'étais arrivé le samedi presque vers midi et demi, dans ces eaux-là, il y avait la sortie des écoles. Eh bien, le nombre de fillettes, de collégiennes, de lycéennes voilées, c'était impressionnant. Mais attention, pas le petit voile sur la tête. Non, c'était comme à Raqqa du bon vieux temps, du temps béni de l'État islamique, quoi. C'était vraiment c'était pas la burqa afghane avec le grillage, mais pas loin, quoi. Et là, on voyait défiler. Donc, ça veut dire que Marseille est à un stade très avancé de colonisation, mais aussi d'islamisation, je dirais même de salafisation. C'est vraiment la ville symbole qui doit faire l'objet d'une reconquête tant spirituelle qu'ethnique, et je dirais même là au point où on en est militaire, puisque Marseille c'est vraiment un point d'ancrage du Maghreb afro-islamique en Europe. Réponse très claire. J'aurais aimé savoir, parce que j'ai avec moi Bruno Hiro. Bruno Hiro, vous avez écrit un livre récemment contre le cédévacantisme. J'aurais aimé savoir, quand on a Benoît XVI en 2013 au JMJ qui nous dit « N'ayez pas peur d'aller à contre-courant pour affirmer votre foi catholique », et que là nous avons le pape qui visiblement est complètement soumis à la doxa politique. Moi j'aurais aimé savoir quelle a été votre réaction vendredi. Moi, j'étais atterré. On a un pape qui est le militant, le chef des militants d'une ONG d'extrême gauche. C'est absolument lamentable, et comme ça a très bien été dit, il parle là en tant que militant politique. Il oublie complètement qu'il est pape, qu'il est vicaire du Christ, qu'il est censé représenter l'Église, qu'il est censé transmettre l'héritage de l'Église. Et aujourd'hui, lui, il fait de la politique. Et ceux qui ont pris en charge la transmission de ce qu'est vraiment l'Église, c'est tous les tradis et tous ceux qui sont fidèles à ce qu'a toujours été l'Église avant la décadence, avant la gauchisation, avant la protestantisation de l'Église. Et ce pape fait son œuvre de militant gauchiste. Et à côté de ce pape, mais dans la même Église, c'est le drame de notre époque, en tout cas depuis les années 60, eh bien il y a tous ces tradis qui font avancer quand même la bonne cause, mais qui pour l'instant ne sont pas au pouvoir au Vatican. Le Vatican est occupé par un pape qui est pape, certes, mais qui est un pape exécrable, un très mauvais pape, un pape souvent d'extrême gauche.
Mais heureusement, il y a les tradis. Hein, merci à la Frate Saint-Pédis, à la Frate Saint-Pierre, à l'Institut du Bon Pasteur, l'Institut du Christ-Roi, à tous ceux qui, qui font vivre le vrai message de l'Église et les vraies traditions de l'Église, malgré les papes qui sont souvent défaillants, surtout depuis les années 60. Vous avez dit du bien de Benoît XVI, mais moi je n'oublie pas qu'avant qu'il soit pape, il a concélébré avec une évêque protestante. Donc le mal est bien profond. Mais heureusement, il y a de la résistance, rassurez-vous. Et oui, j'ai écrit un petit livret de défense, non pas du pape, mais de la papauté. Ah bah, je n'ai pas dit du bien de Benoît XVI, je n'ai fait que relater ce qu'il a dit au GMJ de manière tout à fait objective. Et vous, Victor, on vous fait souvent la même remarque, j'en suis sûr, parce qu'on a le même âge. Vous êtes jeune, voilà. Quand vous voyez le pape qui a été applaudi par des dizaines de milliers de jeunes. Oui, non, pas du tout. Non, pas du tout. Victor. ne cassez pas mon introduction. Victor, oui, vu qu'il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui applaudissaient le pape au stade du Vélodrome, moi, est-ce que vous trouvez ça quand même encourageant qu'il y ait une partie de la jeunesse qui s'intéresse au pape à cause justement de ces questions progressistes? Alors, sur la notion de jeune, je pense qu'il est important de préciser qu'il n'y a rien de plus ringard qu'un jeune, et que pire encore, il n'y a rien de plus ringard que quelqu'un qui n'est plus un jeune et qui essaye de faire jeune. Le DJ, le prêtre DJ au JMJ, c'est d'une ringardise absolue, pour moi. Le pape, qui essaye à tout prix d'être proche de la jeunesse, se fourvoie complètement sur ce que viennent chercher les jeunes qui viennent écouter le pape, qui s'intéressent au pape. De façon générale, l'Église, elle souffre de cette illusion de penser que la modernité, le fait de se moderniser va lui amener une jeunesse qui pourtant cherche dans l'Église un échappatoire à une société moderne qu'elle trouve pourrie et malade. Et que c'est justement ce qui explique la déconfiture des conciliaires et le dynamisme des communautés traditionnalistes, qui, comme l'a très bien expliqué Bruno, ne sont pas des vacantistes, respectent le pape comme autorité religieuse et spirituelle, mais n'hésitent pas volontiers à lui désobéir lorsqu'en matière politique, il dit des aberrations, comme ça a été le cas à Marseille l'autre jour. En tant que jeune, je ne me sens pas représenté par le pape, et c'est d'autant plus cruel que c'est justement, je pense, cette Église-là, en ayant ce discours-là, cette Église cherche à parler à une jeunesse dont au final elle ne sait pas grand-chose. Réponse très claire. Si vous avez quelque chose à rajouter concernant le pape, alors n'hésitez pas à le faire, allez-y. Allez-y. Nups, Pierre-Nicolas Nups, peut-être que vous avez... non, vous avez déjà parlé sur ce sujet. Frédéric Cavalier, on ne vous a pas entendu sur le pape. Qu'avez-vous à dire sur le pape? Alors, moi, loin de moi l'idée de blasphémer ici, hein, je suis catholique et non pas païen, car si j'étais païen, je serais pas au Parti de la France, mais au Parti des Européens, dans lequel je serais déjà le numéro 2, puisque nous serions 2 membres du coup. Mais en fait, je discute souvent avec mes amis catholiques, alors plutôt de droite molle, hein, voilà, des centripotents comme je les appelle, et ceux-ci me disent, oui, mais après tout, le pape ne fait que reprendre le message d'amour et de paix du Christ, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, aidez votre prochain, tendez l'autre joue, etc., etc. Moi, je leur dis, sans, justement, c'est là que je voulais y venir, pas vouloir blasphémer, mais Jésus, enfin, c'était il y a 2000 ans, et si Jésus avait vu il y a 2000 ans des gens se comporter tels que le font nos envahisseurs, alors je vais pas les nommer puisqu'on est toujours sous le coup de la loi, mais en tu veux dire les Arabes et les Noirs, hein. D'accord. Bah, écoute, voilà, ces gens-là, piller, saccager, vandaliser, violer, voler, assassiner, et j'en passe et des meilleurs, eh bien, je ne suis pas sûr que Jésus, envers ces gens-là, serait aussi magnanime qu'il l'était il y a 2000 ans. Voilà, encore une fois, sans vouloir blasphémer. Donc, je pense que c'est un petit peu la limite de la doctrine catholique, de toute religion, mais c'est qu'il faut aussi savoir l'adapter à l'époque dans laquelle on est, et voilà, donc il ne faut pas non plus, le pape ne doit pas rester trop dogmatique, même si c'est son boulot, mais voilà, j'essaye de faire la part des choses entre la parole du Christ, on ne peut plus noble, et la réalité de terrain d'aujourd'hui. Voilà, moi c'est la seule chose que j'aurais à dire avec ça.
Mais voilà, l'excuse que les catholiques mollassons prennent, c'est que le pape, en fait, il ne reprend que purement et simplement le message biblique. Et peut-être que nos camarades de comptoir beaucoup plus calés en religion que moi pourraient peut-être justement leur apporter d'autres arguments pour contrer ces gens-là. Je sens que Thomas Joly a envie de s'exprimer à ce sujet, je vous laisse la parole. Oui, même si je suis beaucoup moins, on va dire, religieux que certains de mes camarades de comptoir aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler à tous ces cathos de gauche, ces cathos soumis qui ne comprennent pas, je pense, le message de l'Église, ni même l'histoire de la chrétienté, parce que le monde chrétien, il s'est pas fait avec des fiottes qui ont interprété le message de Jésus de manière à se dire on va ouvrir notre cul à tous les envahisseurs du monde qui vont venir en disant venez, vous êtes ici chez vous. Non, le monde chrétien, il s'est pas du tout basé là-dessus. Il s'est pas du tout bâti sur ces conneries. Il s'est pas du tout bâti sur voilà, une espèce de dimension hippie du catholicisme ou de la chrétienté, mais pas du tout. Non, le monde chrétien, il s'est battu à coups de sabre, à coups d'épée, à coups de batailles sanglantes pour justement sauver cette chrétienté, bien souvent du monde musulman, des razzias, parce que les croisades, certes, c'était pour aller libérer le tombeau du Christ, mais c'était aussi pour en finir avec toutes ces razzias, toutes les attaques de pirates tout le long de la Méditerranée qui faisaient des ravages, et ça a été aussi pour aller leur péter la gueule. Voilà ce qu'étaient les croisades. Et à l'époque, les chrétiens, c'était pas ce qu'on pouvait imaginer avec des gens, des espèces voilà de hippies, de beatniks qui se prenaient les uns tous les autres, les uns dans les bras. Non, voilà, c'était une société violente, faite avec des véritables hommes solides et qui consacraient leur vie à leur foi, à Dieu, et surtout qui n'hésitaient pas à défendre leur territoire, et à défendre l'ensemble des chrétiens dans le monde chrétien. Voilà, ça s'est fait à coups de batailles sanglantes avec des soldats, avec des chevaliers, avec des gens qui n'avaient pas pour but de se faire envahir et de disparaître, se faire remplacer au nom de soi-disant un universalisme chrétien complètement débilitant qui ferait accepter tout et n'importe quoi au niveau temporel. Non, c'était pas du tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le catholicisme, c'est une base indispensable de notre combat politique et qu'il a été complètement galvaudé ces dernières décennies par des gens qui ont trahi le message de Jésus-Christ, trahi le message de Dieu en essayant de le transformer en une espèce de soupe cosmopolite ou voilà, pacifiste, où voilà, il faudrait jamais faire la guerre, il faudrait toujours accueillir tout le monde, se tenir par la main. Non, c'est absolument pas ça. Alors d'autres en parlaient peut-être mieux que moi, mais il faut arrêter de croire que le fait de se dire catholique fait de nous des sous-hommes qui ne veulent pas combattre ou quoi que ce soit. Non, certains catholiques, oui, les cathos de gauche, les cathos Télérama, là on pourrait dire. Mais voilà, mais le reste de ceux qui suivent la tradition n'ont pas du tout cet état d'esprit de victimes européens qui veulent en finir avec leur propre race. Voilà qui conclut, je suppose, bien le passage du pape. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, moi, j'aurais autre chose à vous mettre sur la table, les amis. Bah oui, ça serait bien, parce que pour citer un exemple, exemple, diriger ton émission, mais c'est un peu trop théologique pour moi. Est-ce qu'on pourrait revenir sur des trucs importants comme parler d'alcool, de cul et d'arabe? Et ben justement, là, on va parler des sénatoriales. On va me dire qu'il va la mettre sur la table. J'ai bien compris. Ah bah oui, hein, on n'a qu'à faire ça. Mettre quoi sur la table? J'ai pas compris. En tout cas, c'est simplement pour dire, c'est une métaphore. Ce qui nous différencie des dames qui ne sont pas invitées ce soir. L'intelligence. Du coup... Oui, peut-être autre chose. Désolé Astrid, c'est une blague. je vous embrasse les femmes qui m'écoutent. Du coup, je disais sénatorial, je voulais plutôt dire. Ah oui, Yanis, allez-y, mon collègue Dijonais. J'avais pris un exemple tout à l'heure qui remontait quand même à Urbain II et Pierre l'Ermite, mais il y a encore tout récemment, tu étais petit à l'époque, mais le sermon du 21 avril 2002 d'un prêtre du Port-Marly qui disait « Je ne vous dirai pas pour qui voter, car ce n'est pas mon rôle,
Mais je voudrais seulement vous rappeler que dans l'Évangile, au pied de la croix, Jean. il y avait Jean et Jean Marie. Et Marie. Effectivement. Malheureusement, il ne se présente plus aux élections, mais ça fait la bonne transition pour les élections sénatoriales. Effectivement, alors qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a des résultats un peu à droite à gauche. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, c'est bien. Moi, je pense que le Sénat, il faut le supprimer. Non, mais Allez-y, Tom. 99% des Français n'en avaient déjà ne savaient même pas qu'il y avait des élections sénatoriales et n'en avaient strictement rien à branler. C'est les élections de l'entre-soi. C'est devenu complètement archaïque. C'est devenu un fourrier républicain. Effectivement, Maxime Leroy a fait un très bon communiqué à ce sujet. Il faut se débarrasser de cette institution complètement dévoyée qui, en plus, ne représente, on le voit. C'est-à-dire, en plus, ce sont des élus, voilà, des élus qui se cooptent entre eux. Voilà, c'est vraiment la République de l'entre-soi, en plus dans tout un système de réseautage, de copinage, parfois de corruption. Et voilà, les sénateurs se font élire. Et ils sont encore, faut le faire, moins représentatifs, on va dire, de la sociologie politique française que les députés, qui ne sont déjà pas complètement, quand on regarde les scores au premier tour, enfin voilà. Et alors là, c'est encore pire. C'est encore pire le Sénat, puisque voilà, il y a des partis zombies comme les Républicains ou le Parti socialiste qui quand même ont eu la moitié des sièges. C'est énorme parce que là, il y avait que la moitié des sièges qui étaient renouvelables, mais il y a la moitié des sièges qui étaient en jeu. Qui ont été pris par les Républicains qui sont moribonds. Je vous rappelle quand même qu'à la dernière élection présidentielle, Valérie Pécresse n'a même pas fait 5%, et le Parti Socialiste, je ne sais même pas s'ils ont fait 2%, je sais plus trop ce que Hidalgo elle avait fait. Et voilà, et donc ces gens qui au niveau national ne représentent quasiment plus rien, raflent la majorité des sièges du Sénat. Non, il faut supprimer cette institution totalement inutile, archaïque, qui n'a plus rien à voir que le bicaméralisme, puisque de toute façon, le Sénat, est-ce qu'on a vu une seule fois le Sénat qui a empêché de faire passer une loi progressiste, sociétale, anti-française ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Le Sénat, c'est juste une deuxième chambre d'enregistrement qui coûte de l'argent aux Français, où on place des apparatchiks de partis et où le peuple français n'est pas vraiment représenté. Donc voilà, il faut se débarrasser de ça. Alors je sais que pour certains, très conservateurs, des institutions de la République, mais les institutions de la République, nous, au Parti de la France, on n'en a rien à foutre. Voilà, nous, on est là pour rétablir un régime au service de la France et des Français. Donc les petites institutions républicaines, on n'en a strictement rien à secouer. Donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas une seule seconde à dire que quelque chose comme le Sénat ou le Conseil économique et social, du jour au lendemain, on a le pouvoir, ces machins disparaissent. Voilà. On fait, ça sera dans notre programme, on le fera voter, j'en sais rien, de toute façon, on s'en fout, à partir du moment où on aura la majorité de la population qui nous mettra au pouvoir, eh bien, on appliquera le programme pour lequel nous aurons été élus. Et donc, le Sénat, disparaîtra, au tout du moins, dans sa forme actuelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre réponse sur le Sénat. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, je pense que tout était clair et complet. Mais si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je me resserre un coup en attendant. Comme vient de le dire Thomas, c'est essentiellement de la cooptation entre élus, c'est de l'entre-soi, c'est une institution qui est coûteuse et dont tout le monde se fout, qui avait une vague aura il y a quelques années au sein de la droite, d'être, soi-disant plus conservatrice, etc., avec la loi pour empêcher les accompagnatrices scolaires de porter un voile, notamment, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, et dans tous les cas, dès qu'il y a une navette entre le Sénat et l'Assemblée, c'est à l'avantage de l'Assemblée, donc c'est clairement une chambre inutile et onéreuse dont il faudrait qu'on se débarrasse au plus vite. Et en plus, c'est plein de bonnes femmes, comme l'Assemblée nationale. Alors, en revanche, ce qui est intéressant avec ces élections sénatoriales, sur le sujet des sénatoriales, c'est l'arrivée, vous me direz, on n'est pas des adeptes de ce parti, mais c'est qu'ils ont triplé leurs effectifs, le RN. Ils sont passés de 1 à 3 sénateurs. Ça en dit, en fait, c'est pas tellement sur ce qu'ils vont être capables de faire au Sénat, sûrement pas grand-chose. En plus, il y en a 2 sur 3 qui sont membres de la secte de Hénin-Beaumont, mais bref, ça en dit, à mon sens, sur
changement de mentalité des élus qui sont habituellement des fiottes et des trouillards qui claquent des dents à l'idée de donner leur parrainage à un candidat vaguement de droite nationale et qui, pour une fois, se sont décidés, dans certains cas, à voter pour un parti qui est encore vu comme sulfureux, comme mauvais, etc. Même si, au sein du Parti de la France, nous savons très bien qu'il n'en est rien. J'aurais pensé entendre Yanis Morio me parler de l'archer, enfin, j'aurais pensé un petit mot quand même de la cantine du Sénat, Yanis Morio. Non? Pas d'anecdote, rien à nous raconter. Le Sénat, ça rentrait dans du droit constitutionnel, puisqu'à l'origine, ça avait été pensé, une chambre haute, comme il y avait encore au Royaume-Uni, enfin, elle y est toujours, mais elle est dévoyée, la chambre des lords. Maintenant, tout le monde est lord dès qu'il a rendu quelques services. Mais l'idée au départ, oui, c'était de mettre des corps constitués, les représentants des différentes professions qui ne sont jamais représentés, enfin, les représentants des parents, de la nation, les mères de famille, tout ça. Bon, là maintenant, c'est cooptation d'élus. Bon, si on voulait vraiment être sympathique, la seule chose à garder de cette institution, c'est que c'est une des meilleures tables de Paris. Ça, c'est connu par tous ceux qui ont. J'y ai jamais mangé, mais tous ceux que je connais qui y sont allés, ils connaissent des élus, parce que certains ont essayé de les acheter ou quoi, disent qu'on y mange très bien. C'est digne de certains 4 étoiles, c'est copieux. On le voit d'ailleurs, cette photo de Gérard Larcher. Alors, on se moque souvent des satrapes orientaux, ça, mais Gérard Larcher se faisait quand même, on l'a constaté sur cette photo, couper sa banane du petit déjeuner en morceaux. C'est quand même sympathique, c'est couper la banane en morceaux. Bon, c'est un service vraiment plus sain, c'est le nabab. Donc bon, que dire de plus sur ces gens qui de toute façon, c'est une chambre d'enregistrement, c'est la maison de retraite de luxe de la Ve République, encore au-dessus c'est le Conseil constitutionnel, mais il y a même moins de place. Donc oui, c'est... L'endroit est très beau, mais on pourrait en faire un musée, hein, ce palais du Luxembourg, c'était Catherine de Médicis, bon, c'est très bien, mais voilà, bon, Gérard Larcher, maintenant, arrive en bout de course, s'il a les moyens même de payer quelqu'un pour lui couper ses bananes, s'il le veut, donc voilà, quand nous serons au pouvoir, toute cette cooptation de politique, on y retrouve même encore une quantité d'élus des mouvements des radicaux de gauche, plus présents surtout dans le sud-ouest, notamment par les réseaux maçonniques, les partis pourrissent pas la j'allais faire la même que Nub, si c'est peut-être pas que couper la banane au Sénat. Voilà. Mais donc, si j'ai bien compris, pour entrer là-dedans, alors il faut se faire couper le bout de la banane pour pouvoir y entrer dans le club, c'est ça? Oui, ça, on peut voir ça comme ça, il y en a aussi, mais oui, voilà, c'est une composition qui n'est pas très représentative ni des Français, ni même des élus qu'elle est censée représenter. Hein. Et donc, du coup, ce genre de restaurant, c'est des endroits où on mange sa banane que d'une main, c'est ça? Je ne sais pas, je vous dirai si un jour on m'y invite, mais pour l'heure, je n'ai pas encore reçu le carton. Il faut y aller, tu sais ce qu'on dit, à force de tirer, ça finit toujours par venir. Alors, j'essaierai d'y aller parce que moi, j'ai la chance de connaître des sénateurs qui ne sont pas forcément à Reconquête ou au Rassemblement National, et j'essaierai de m'y faire inviter. Je vous raconterai s'ils veulent bien s'afficher avec moi, hein, mais j'essaierai de me faire inviter prochainement. Prochain BP au restaurant du Sénat. Ça, c'est quand on aura le pouvoir. Avant, ça va être compliqué. On n'a pas encore reçu nos shekels de Netanyahou. J'ai été d'ailleurs mon intermédiaire du Mossad me dit que ça arrive. J'ai été d'ailleurs au Sénat pour ma part. Effectivement, ça fera un beau musée, il y a des belles choses là-bas. Et il y a même le trône de Napoléon, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc ça ferait effectivement une belle pièce de musée. Concernant, alors moi j'étais un petit peu ébloui, c'est-à-dire que il y avait Jean Messia qui voulait faire une manifestation en soutien aux forces de l'ordre, je parle au conditionnel, vous verrez pourquoi, qui veut soutenir les forces de l'ordre suite à, vous savez, l'histoire du policier qui a abattu Nahal. Et bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup d'informations là-dessus, je l'ai pas vu beaucoup communiquer. En réalité, les seules personnes que j'ai vu communiquer concernant cette manifestation potentielle j'ai vu Paris 15h République, c'est surtout les gens du Parti de la France. Alors j'ai été étonné, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Est-ce que elle aurait déjà été prévue d'être interdite? Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez entendu parler quand même? Bruno Héroux, vous en avez entendu parler de cette manifestation? Heureusement que le Parti de la France s'est penché là-dessus, puisque
hormis l'annonce de Jean Messia qu'on guettait depuis quelques semaines, parce qu'il y avait une rumeur, un murmure, comme quoi il allait y avoir une manifestation de soutien aux forces de l'ordre et surtout une réponse à la manifestation anti-flic des salles gauchistes il y a quelques jours. Il y a que le Parti de la France qui a communiqué là-dessus, qui a demandé aux gens d'y participer, qui a même fait un magnifique visuel, comme nos équipes savent le faire. Mais non, j'en ai pas entendu parler ailleurs que sur le Twitter de Jean Messia et dans la com du Parti de la France. Je suis assez étonné. En tout cas, ce serait une belle réponse à la manif ridicule, scandaleuse et illégale de l'extrême gauche il y a quelque temps. Absolument. Moi, je sais pas si d'autres personnes veulent réagir à cette actualité, mais ouais, voilà, comme le souligne. Ah bah allez-y Thomas, allez-y. Oui, alors je voudrais préciser parce que évidemment il y a quelques gogoles à cab qui sont précipités quand ils ont vu le communiqué du Parti de la France appelant à participer à cette manifestation dont nous ne sommes pas les organisateurs d'ailleurs, et même c'est pas nous qui avons, voilà, c'est une manifestation de soutien aux forces de l'ordre, c'est selon les termes de l'organisateur. On va pas changer non plus les termes, mais nous on y participe. Mais on a évidemment expliqué pourquoi on participait. Mais évidemment, pour les gogoles à cab, non, les flics, il est avec les flics, voilà, non. On n'est pas avec les flics, on veut réorienter leur mission. Ça a bien été précisé que ça fait des années que le gouvernement utilise, que nos gouvernants utilisent la police, les forces de l'ordre pour racketter les automobilistes, pour faire appliquer la ségrégation sanitaire, pour mutiler les gilets jaunes, et pour persécuter les nationalistes et les membres de la droite nationale non reniés. Voilà à quoi sert la police pour nos gouvernants. En revanche, pour la racaille halogène, c'est open bar et ils ont pour consigne de ne surtout pas intervenir de manière trop virile pour ne pas enflammer les banlieues. D'ailleurs, je conseille à ceux qui veulent écouter un policier éveillé, d'ailleurs tellement éveillé qu'il a été révoqué, Cédric Vladimir, qui a fait un excellent entretien qui a été diffusé dimanche dernier sur notre chaîne YouTube et qui est toujours disponible, où il explique qu'en fait qu'il y a clairement des consignes qui sont données pour ne pas intervenir de manière trop violente avec justement les gens les plus violents, et au contraire qu'il y a des consignes qui sont données pour aller casser du gilet jaune ou casser du nationaliste. Donc voilà, c'est ce que nous dénonçons, puisque les forces de l'ordre, la mission prioritaire, ça devrait être lutter contre la délinquance, contre la criminalité, qui pourrissent toutes les deux la vie des Français, et qui prospèrent du fait du laxisme tant de la hiérarchie policière qu'également du laxisme judiciaire. Il faut redonner, réorienter les missions de la police nationale et de la gendarmerie pour lutter contre cette délinquance, cette criminalité halogène. Il faut aussi qu'ils aient les moyens judiciaires d'accomplir leur mission. Là maintenant, c'est une horreur. Quasiment dès qu'un policier fait usage de son arme, sa carrière est foutue. Alors que même qu'ils en font très peu usage. Vous remarquerez que ça arrive quand même très peu souvent. On peut voir souvent des vidéos là sur C'est pas des lol ou ce genre de choses, mais très souvent, les policiers se retrouvent encerclés par des hordes de sauvages qui n'ont qu'une envie, c'est de les lyncher. De les massacrer. Comment dans cette situation-là, pourquoi ils n'ont pas le droit de tirer, du moins pas forcément de manière létale, mais dans les jambes, ou voilà, à partir du moment où une voiture de police est encerclée, systématiquement, les policiers devraient pouvoir faire usage de leurs armes sans devoir se justifier auprès de l'IGPN ou se retrouver en garde à vue. Voilà, on peut le voir dans certains pays, en particulier anglo-saxons, ou je pense aux États-Unis, dans certains États, où les policiers, à partir du moment où leur vie est en danger, ils s'emmerdent pas, ils tirent pas dans les jambes, ils balancent 4-5 bastos dans le buffet du type en face, souvent de l'afro-américain complètement drogué, qui essaie de les agresser ou qui n'obtempère pas. Voilà, donc je veux dire, il faut redonner les moyens à notre police de pouvoir faire son travail, et son travail, c'est pas d'emmerder les Français, son travail, c'est de mettre au pas la racaille, de faire trembler la racaille et de neutraliser la racaille. Voilà pourquoi le Parti de la France participe à cette manifestation, pour rappeler que nous sommes évidemment du côté de la loi, du côté de l'ordre, mais encore faut-il que cet ordre soit au service de la France et des Français, et non pas de l'oligarchie cosmopolite, et non pas tourné contre les Français. Il faut bien que
les policiers, les gendarmes soient bien conscients que les seuls qui leur accorderont la possibilité d'exercer sereinement, correctement leur métier et de manière sécurisée judiciairement, c'est-à-dire que quand le Parti de la France sera au pouvoir, quand un policier tirera sur un délinquant notoire, par exemple, je pensais à Nahal Mezrouk, par exemple, eh bien, il ne fera pas une minute de garde à vue. Alors là qu'actuellement, le policier qui n'a fait que son travail en tirant sur cette sale racaille, eh bien, est toujours en tôle. Et voilà, il sera sûrement condamné par un salopard de juge rouge. Donc voilà pourquoi on manifeste, c'est pour en finir avec cette situation ubuesque. Voilà pourquoi le Parti de la France participe à cette manifestation. Alors en revanche, effectivement, on n'a pas vu grand-chose jusqu'alors au niveau de la communication. C'est totalement nul. Je pensais que Jean Messia était un grand communicant. D'ailleurs, il a été engagé sur 2 campagnes présidentielles à des tarifs relativement élevés. Voilà. Les prestations de Jean Messia ne sont pas gratuites, et je pensais que justement il aurait mis un sacré coup de collier au niveau com, et je n'ai même pas vu passer un visuel de type professionnel comme nous on a pu le faire au Parti de la France. Rien du tout. C'est inquiétant quand on lance une manifestation comme ça au niveau national dans plusieurs villes de France. Alors, je sais pas, on essaie de faire un petit effort de communication. Voilà, j'ai pas spécialement de conseils à donner, mais tout de même. Donc on verra, ou alors est-ce que M. Messia a déjà la certitude que cette manifestation sera interdite? Je ne sais pas, parce que de toute façon, c'est décrété en général le vendredi soir. Donc je vous conseille d'aller voir le site des arrêtés de la préfecture de police de Paris pour voir si cette manifestation va être interdite ou pas. Ce serait tout de même assez paradoxal qu'une manifestation de soutien aux forces de l'ordre soit interdite et qu'on envoie les forces de l'ordre pour interdire les gens de les soutenir. Enfin bon, voilà. Mais ils ne sont pas à ça près, hein. On sait que c'est tout à fait possible. Donc nous verrons, en tout cas, nous y serons, le Parti de la France y sera, j'y serai personnellement, et on verra ce que ça donne. Très bien, et bah écoutez, allez-y nombreux, ceux qui nous écoutent. S'il n'y a pas d'objection, je passerai à l'actualité suivante. Peut-être, Monsieur Avali, peut-être que vous voulez réagir à ça, puisque ça se passe dans votre département, ça se passe en Île-de-France. Vous qui êtes sur place, j'ai envie de dire, personne nous a parlé de cette manifestation en dehors du Parti de la France? Alors, absolument personne, et encore moins Jean Messia, ni toutes ces multiples interventions sur CNews depuis que nous savons en interne que la manifestation va être organisée, enfin si organiser est le terme qui convient. Concernant ce qu'a dit Thomas, moi je voudrais, alors je vais pas être le porte-parole de ce qu'il appelle les Gogol à CAB 88, je voudrais juste que ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils nous ont traités de serviles du pouvoir et de pro-policiers, je voudrais qu'ils lisent le texte d'accompagnement rédigé par le bureau politique du Parti de la France concernant les motivations de la participation, de notre participation à cette manifestation, et ils verront en fait que mot pour mot, le parti reprend je vais pas dire les motivations de ces gens-là, mais en tous les cas, reprend les frustrations que certains de gens de notre mouvance qui ont subi des répressions policières, que ce soit au stade pour ceux qui sont hooligans, pour certains qui étaient gilets jaunes, pour les automobilistes rackettés, eh bien, le texte de participation de la manifestation reprend mot pour mot toutes les frustrations de ces gens-là qui nous reprochent d'être allez, on va le dire, puisqu'on a un bistrot, des suceurs de policiers. Voilà. Donc, juste pour dire, lisez bien notre communiqué avant de nous traiter de suceurs de policiers. Et Victor, sommes-nous des suceurs de policiers? Eh bien non, nous sommes simplement un parti politique, donc nous sommes pragmatiques, nous avons la conviction qu'il ne sera pas possible en fait de changer beaucoup de choses si on fait pas avec les corps constitués que sont l'armée et la police. Et comme nous le disions il y a peu très bien, aucune révolution ne se fait sans le concours des forces de l'ordre, de la police, etc. Lorsqu'il y a un basculement, lorsqu'une nouvelle école de pensée arrive au pouvoir et qu'il y a un changement de régime, il y a nécessairement un ralliement
un serment d'allégeance qui est prêté par les corps constitués, par l'armée, par la police à ce nouveau régime. Ce fut le cas dans des régimes passés, bon, que je vais éviter de citer pour ne pas devenir trop sulfureux, mais c'est nécessaire. Et ceux qui déplorent que la police ne soit pas plus idéologue, ne soit pas plus de notre côté ouvertement dans un régime républicain qui ne l'est pas, à mon sens, se fourvoient. C'est que c'est même plutôt rassurant de savoir que les policiers sont obéissants et restent avant tout des servants du pouvoir en place. Ce serait anormal qu'il en aille autrement lorsque nous serons au pouvoir. Nous attendrons des policiers qu'ils soient disciplinés et qu'ils servent les instructions que nous serons capables de leur donner. Donc, oui, c'est nécessaire de ne pas cracher inutilement sur certaines institutions, même si on en déplore les excès par moment, et surtout de ne pas être trop émotif, de ne pas vouloir par romantisme reconstruire un monde où il n'y a plus rien que nous avons connu avant. Il y aura nécessairement des gens qui changeront d'avis, des gens qui auront été nos ennemis à un moment donné, et là je parle au sens plus large, sans même parler que de la police, mais même politiquement. De façon générale, il faut que notre école de pensée, pour avancer, soit capable de ne pas être rancunière, d'aller de l'avant et de prendre des choses comme elles viennent, de ne pas cultiver inutilement des rancœurs et des frustrations qui risquent de l'empêcher d'avancer. Je vais rajouter quelque chose aussi. Il a très bien dit, Victor, que la police est un outil au service de l'État. En 1942, les policiers participaient à la rafle du Veldiv. 3 ans plus tard, ils participaient à l'épuration. En octobre 61, ils balançaient quelques Algériens dans la Seine. Puisque le préfet Papon en avait plus ou moins donné l'ordre. Enfin, il avait dit qu'il fallait remettre un peu d'ordre avec tous ces chaouis qui manifestaient à Paris. Donc voilà, il faut bien savoir que la police est un outil au service de l'État, et comme le disait Victor, qu'il soit docile, tant mieux, parce qu'il faudra qu'il soit docile avec nous. Ils n'auront pas le choix, et donc voilà, faut pas attendre d'un policier qui soit plus révolutionnaire qu'un employé de la CAF. C'est un fonctionnaire à qui on vous demande juste de bien faire son boulot par rapport aux directives qu'il a. Alors évidemment, c'est sûr que ce serait compliqué pour moi, militant politique, d'être policier, mais beaucoup de policiers votent pour la droite nationale. Mais ce n'est pas non plus, voilà, ils font leur boulot, comme certains fonctionnaires votent aussi pour la droite nationale, mais ils font quand même leur boulot, voilà, ils n'ont pas la possibilité non plus de se dire, voilà, j'abandonne la fonction publique et je vais vivre d'autres choses, ou d'amour et d'eau fraîche, ou de mes pamphlets, ou je ne sais pas. Non, voilà, n'attendons pas de personnes qui détiennent une certaine autorité de devenir des révolutionnaires. Voilà, ces gens-là, on les retrouvera. Voilà, ne faisons pas comme les gauchistes qui passent, alors même qu'ils servent les intérêts gauchistes, enfin voilà, actuellement du pouvoir en place. Ne faisons pas comme les gauchistes qui leur crachent à la gueule en permanence, parce que le jour où il y aura un basculement, s'il y a une possibilité de basculement, eh bien, si nous aura passé notre temps à leur cracher à la gueule, ou alors à leur rappeler que oui, il y a 25 ans, vous vous souvenez, vous avez frappé, donné des coups de matraque à des nationalistes. Bon, faut arrêter. C'est-à-dire, voilà, comme le disait Victor, faut être pragmatique en politique. Faut arrêter de rester sur de dire, ouais, mais à la manif pour tous, il y a 20 ans, et ben vous avez gazé des femmes et des enfants. Oui, voilà. On reste pas sur des trucs. Quand on fait de la politique, on réagit pas comme une bonne femme émotive en se disant, oui, il y a tant d'années, vous avez fait ça. On ne remet pas les institutions en cause parce que émotionnellement, on a été gazé lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Je ne cautionne pas tout ça, bien évidemment, mais ils ont été au service d'un gouvernement d'enfoirés. Et ben là, ils seront au service d'un gouvernement de nationalistes. Et quand on leur dira d'aller triquer les halogènes, pardon, j'ai failli faire mon ups, voilà, dans les cités, ils iront triquer les halogènes dans les cités. Il y en a beaucoup de policiers, je peux vous dire, qui font ça de bon cœur et qui n'attendent que ça. Merci beaucoup Thomas. Donc voilà, nous ne sommes pas des suceurs de policiers. Pour ceux que ça intéresse, je viens d'ouvrir ma deuxième bière, et d'ailleurs justement, quand j'ouvre une bière, ça peut me faire penser parfois à certains supporters de football, et justement, il y a une polémique en ce moment qui ne devrait même pas en être une. Ce sont au Parc des Princes, vous savez, là où joue le PSG, le Paris Saint-Germain. Et il y a des supporters qui ont dit
les Marseillaises sont des pédos. Voilà, bah ça, c'est normal, c'est une rivalité, vous savez, c'est Bernard Tapie qui a créé cette rivalité entre l'OM et le PSG à l'époque de Canal+, pour avoir de plus en plus de ferveur pendant les matchs et pour vendre plus de places, vous le savez. Et ça ne devrait pas être une polémique de mon point de vue, parce que ce sont juste des supporters qui s'envoient des fions. Parce que oui, la polémique, elle est où? Je l'ai pas expliqué. Il y a la ministre des Sports, et pas qu'elle d'ailleurs, énormément de politiques s'en sont insurgés, parce que ce serait homophobe. Oui, parce que tous les supporters de l'OM sont homosexuels, évidemment, et donc c'est homophobe de les insulter de pédophiles. C'est tout à fait logique dans leur esprit, en tout cas. Alors moi, je suis complètement perdu. On n'a pas Maxime Leroy ce soir, mais on a un fan de football, je crois, Bruno Hirou. Bruno, vous avez déjà traité de PD un club, je sais pas moi, Caen. Je sais pas quel est votre club rival, j'y connais rien en football, je suis désolé. On ne vous entend pas, Bruno. Voilà, parfait. Ouais, bon, insulter les adversaires, c'est complètement normal. Je me rappelle cette banderole extrêmement drôle des Parisiens, pédophiles, chômeurs consanguins, bienvenue chez les ch'tis. Ça faisait marrer tout le monde parce que c'était violent, c'était bête et méchant, et c'est ça l'esprit de la tribune. Alors que les gens qui ont écrit cette banderole et ceux qui en ont rigolé ne connaissent peut-être même pas un ch'ti. C'est l'esprit de la tribune. Donc il y a des ministres qui voudraient que en tribune, ce soit des gens bien propres, bien polis, qui restent assis, qui applaudissent, qui sifflent pas, mais qu'ils aillent se faire foutre. Le football, c'est les copains, c'est la bière, c'est un hot dog, c'est se marrer, c'est insulter l'adversaire, c'est soutenir son équipe, qu'on gagne ou qu'on perde 4-0, on s'en fout. L'esprit de la tribune, c'est ça. Et eux, ils veulent en faire un petit truc de salon, un petit truc gentil avec des gens bien propres qui débordent pas et qui votent bien. Eh bien qu'ils aillent se faire mettre. La tribune, elle appartient encore au peuple. Et si ça les embête, tant mieux. Et vous, Frédéric Cavalli, je crois que vous êtes un passionné de sport. Vous avez déjà été insurgé par des insultes que l'on peut entendre de supporters dans les différents sports que vous suivez? Alors moi, je suis surtout très très footeux. C'est pour ça que ce sujet me tient à cœur, même si je préfère me retirer des querelles entre Parisiens et Marseillais, en tout cas au niveau du football. Moi, ce qui me tue, c'est quand on a été alors à un niveau très 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 modeste. Déjà, quand on est dans un vestiaire, la base, quand l'entraîneur fait sa causerie ou même après une victoire, après un match, la base du truc, ce sont les chants dits homophobes, hein, ou du moins tels que ceux qui ont été chantés par les Parisiens. Donc déjà, quelqu'un qui dit que c'est absolument homophobe, en fait, c'est plutôt du folklore. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas quelques homophobes de base chez les ultras du PSG, surtout depuis qu'on sait que aujourd'hui, depuis que le COP de Boulogne a été dissous, tel un parti d'extrême droite, les supporters ultra-parisiens sont à 80% des racailles maintenant. Je parle de ceux qui fréquentent le stade, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tous les cas, voilà, c'est pas forcément parce qu'on prononce ce mot qu'on est homophobe. Au même titre que moi, je connais plein de gens qui faisaient les cris de singe lorsqu'un joueur noir de l'équipe adverse était en possession du ballon alors qu'il n'était pas raciste pour un sou dans la vie de tous les jours. Donc le fait qu'on soulève ce sujet, pour moi, est l'illustration d'une parfaite ignorance. Et là aussi, il y a un truc qui m'énerve. Alors pas systématiquement, mais avant, il y a des présidents de la République précédents qui avaient un ministre des Sports, parfois d'ailleurs c'était aussi ministre de la Jeunesse et des Sports, mais qui étaient d'anciens grands sportifs. Voilà, il y a eu Pierre Mazot qui était un célèbre alpiniste sous Pompidou. Il y a eu Roger Bambu qui est un ancien sprinter sous François Mitterrand. Sarkozy a eu les très antipathiques David Douillet, enfin le très antipathique David Douillet et le un petit peu moins antipathique Bernard Laporte. Il y a eu Guy Dru aussi sous Chirac. Et Macron, avant cet analphabète, ou en tout cas ignare en termes de sport, de l'autre jour, il avait une ministre des Sports d'origine roumaine dont j'ai du mal à retenir le nom, qui ressemble plus à une plaque d'immatriculation. Mais voilà, au moins, ce sont des gens qui connaissent un minimum ce qui se passe dans des vestiaires, ce qui peut se passer dans un stade, ce qui peut se passer sur un terrain, et je pense qu'ils auraient eu l'air un peu moins cons que cet abruti.
Et vous, Thomas Joly, vous qui êtes président d'un parti politique, est-ce que vous comprenez comment je pourrais dire, l'étonnement d'une ministre du gouvernement pour cette raison? Oui, non, mais attention, il faut aussi parler de cette ministre, quand même, dont personne ne connaît le nom. Voilà, c'est Amélie Oudéa Castéra. Alors, personne ne sait trop d'où elle sort, mais en fait, comme le disait Fred, l'ami Fred, c'est pas une ancienne grande sportive. Bon, elle a été une brève carrière de joueuse professionnelle de tennis, mais personne se souvient d'elle. Elle a une gueule de cul. Elle est née en 78, elle a 45 ans, mais allez voir sur Google, allez voir sa gueule, mais elle en paraît 65. Bon, voilà, bon, bref. C'est une bonne femme qui doit être sûrement très frustrée. Bon, même si elle s'est fait sauter à l'époque par Gustavo Kuerten, le joueur de tennis brésilien, ça doit être son seul titre de gloire et sportif de s'être fait sauter à Roland-Garros par Gustavo Kuerten. Mais donc voilà, c'est une haute fonctionnaire, sûrement une copine à Macron, et qui est voilà à milieu de ce qui peut se passer dans les tribunes, ce que peuvent être les supporters. Et en fait, cette sale bonne femme, cette sale technocrate, disait qu'il fallait sanctionner des tribunes entières qui reprenaient des chants soi-disant homophobes, voilà, des chants qui sont depuis des années et qui ne choquent aucune des équipes plus que ça, qui ne choquent ni les supporters marseillais, ni les supporters parisiens, ni les supporters lensois. Voilà, ça fait partie du folklore. Mais non, il faut absolument qu'il y ait ces espèces d'enfants du démon woke qui veulent absolument aseptiser les discours partout, là où ça dépasse un petit peu, là où c'est un peu trop viril, là où il y a des mots interdits. Et ben non, il faut absolument aseptiser tout ça. Mais bon, voilà, il faut balayer tous ces tarés hors sol qui nous foutent la paix, qu'ils arrêtent de pourrir nos sports. Déjà que le foot est déjà bien pourri certes par le fric, mais aussi par le fait qu'il y ait quasiment plus de Français de souche qui jouent au football en France, dans le championnat de France. Donc voilà, et je ne parle même pas de l'équipe d'Île-de-France. Donc voilà, mais c'est encore voilà une oppression. J'ai l'impression, voilà, de manière plus générale, et là c'est vraiment un truc, voilà, un commentaire de bistrot, là je suis vraiment bien dans le thème, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, il y a des gens dans les hautes sphères qui se réunissent, je pense quasi quotidiennement, et qui se disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver pour faire chier les Français? J'en suis sûr, je suis persuadé que on va chercher un truc. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait interdire? Voilà un truc, les gens n'y pensent même pas. Ben, on va leur interdire, on va peut-être même leur interdire le PQ. Alors, je ne plaisante pas, il y a apparemment des gens qui réfléchissent à rendre le papier toilette tellement cher qu'on utilise d'autres méthodes. Et quelle est cette autre méthode? Eh bien, ce sont une méthode importée par nos amis musulmans, nos amis mahométans. C'est-à-dire qu'on vous dira de vous laver le cul avec une bouteille d'eau et de frotter avec votre main. Voilà, mais je vous jure que ce n'est pas une invention. Faites quelques petites recherches et ils commencent à se dire, voilà, c'est le même truc que nous faire bouffer des insectes. Et bien maintenant, ce sera de vous laver le cul avec une bouteille d'eau. Comme ça, il y aura plus de papier. Comme ça, vous ne polluerez pas. Comme ça, voilà, il y aura moins de, enfin, je ne sais pas, leur délire de réchauffement climatique ou de climatologue. Mais voilà, ils cherchent, j'ai l'impression que tous les jours, ils cherchent un moyen de vous faire chier, de vous supprimer votre chaudière au fioul, de vous empêcher de rouler à plus de 110 sur l'autoroute, de vous taxer la gueule comme jamais. J'ai l'impression que mais là, c'est quotidien. C'est quotidien, donc j'espère que mes compatriotes vont se réveiller et j'aimerais bien même qu'ils retrouvent leur instinct primaire, parfois de révolutionnaire, parce qu'on aimerait bien, comme je sais pas, vous avez entendu, qu'est-ce que quelquefois, on sort les pics et qu'est-ce qu'on met au bout des pics? Eh bien, on met des têtes. Voilà, on met des têtes au bout des pics et ça ferait peut-être pas de mal dans notre société complètement pourrie qu'on a là actuellement. Eh bien, quelques têtes qui se retrouvent au bout de quelques pics. Merci Thomas pour votre remarque. J'allais y venir sur j'ai vu que Victor voulait s'exprimer. Allez-y, après je parlerai d'une autre interdiction probable. Le bon moment pour rappeler qu'on est favorable aux exécutions publiques. Et avec moult artifices de spectacle, feux d'artifice, décapitation en mode Moyen-Âge catapulte, enfin, on veut réhabiliter une certaine conception de la justice expéditive qui manque cruellement, comme vient de nous le rappeler Thomas. Les traditions françaises.
Et les traditions françaises, effectivement, monsieur Avali. Oui, une interdiction qui n'est pas au stade de l'interdiction encore, mais on va y venir. Pour l'instant, c'est une proposition de loi qui n'a pas été votée, qui consiste à interdire tous les réseaux privés. Alors les réseaux privés, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais ça va surtout viser les VPN. Vous savez, ce sont ces outils qui permettent d'aller sur des sites censurés en France, comme par exemple Démocratie Participative ou plein d'autres, ou alors avoir des avantages au niveau des abonnements d'offres, ou avoir des contenus qui sont interdits en France pour des questions de délai du cinéma et de la télévision. Ça c'est compliqué parce que là, on rentre sur une loi française concernant le cinéma, mais globalement, le VPN, c'est un outil qui est utilisé par énormément de personnes. Et pourtant, le VPN pourrait être interdite. Donc moi, de mon côté, ça fait partie des lois que je trouve assez restrictives, assez liberticides à ce niveau-là, parce que clairement, il y a l'abus du contrôle de l'information sur Internet qui peut être très aisément mis en place. Vous savez, les fameuses lois anti-fake news qui avaient déjà été envisagées. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Pierre-Nicolas? Vous connaissez les VPN? Oui, bien sûr, je connais les VPN et j'ai surtout appris à les utiliser parce que moi, j'ai connu Internet à l'époque où c'était encore le Far West. J'ai vu Internet arriver dans les foyers. Quand j'avais Internet chez moi, j'avais à peu près 7 ou 8 ans. C'est arrivé à peu près, je dirais, dans les années 98-2000. Et il y avait une époque, bon, certes, Internet était beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui. Tu allais sur n'importe quel site Internet, et je ne parle même pas de site pornographique, je parle juste d'un site Internet de base. Tu te retrouvais envahi de fenêtres pop-up, de virus, etc. Mais néanmoins, j'ai connu une époque où Internet était totalement libre, où on pouvait écrire absolument tout ce qu'on voulait sans être emmerdé. Et on faisait ça sans aucun VPN, sans cacher son identité numérique, ni quoi que ce soit. Bon, ensuite, j'ai appris à mes dépens, avec quelques condamnations pour des propos que j'ai tenus ici et là, avec mon vrai nom et sans utiliser de VPN, j'ai appris qu'on ne pouvait plus dire ce que l'on voulait sur Internet, et j'ai vécu la restriction de la toile qui, d'année en année, est de plus en plus censurée. Il faut quand même savoir, vous faites une petite recherche sur Internet, vous apercevrez que l'endroit où on censure le plus Internet dans le monde, eh ben, c'est pas en Chine, c'est pas non plus en Corée du Nord, c'est en France. C'est la France qui a censuré le plus de sites, le plus de liens, le plus de forums, de posts, ou que sais-je encore, les années précédentes. Donc, il y a évidemment une restriction de l'Internet libre parce que les pouvoirs publics, les gens qui nous dirigent actuellement, eh bien, détestent ce phénomène. Les gens détestent Internet puisqu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Et c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien pouvoir domestiquer, si j'ose dire. Ils aimeraient bien pouvoir le domestiquer pour pouvoir le contrôler exactement comme ils contrôlent aujourd'hui les médias, qui est un troisième pouvoir, un contre-pouvoir devenu pouvoir. Et ils ont envie de nous empêcher de nous exprimer et de pouvoir diffuser des pensées qui sont contraires à leur doxa. Alors évidemment, je ne suis pas du tout favorable à ces mesures d'interdiction de VPN ni de quoi que ce soit. J'y suis totalement opposé, mais est-ce que ça suffira? Eh bien, l'avenir nous le dira. Absolument. Excusez-moi, je suis en train de lire un article parce que cet après-midi, une décision de justice a été donnée à l'encontre d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a tenu des propos concernant un débat sur la PMA en 2019 et celui-ci a été condamné pour, en plus Nups, vous venez de parler, ça doit vous parler, il a été condamné pour injure homophobe. Oui, j'ai vu. Voilà, et évidemment il fait appel de cette décision. On rentre complètement dans le sujet auquel on était en train de parler, hein, c'est-à-dire la censure, le délit d'opinion, etc. Non, mais il faut préciser pourquoi il est condamné. Il a pas dit qu'il fallait déporter les homosexuels avec des pyjamas, avec un triangle rose. Non, il a dit que les personnes homosexuelles avaient asservi l'État à leur profit. Non, mais je veux dire, en gros, il a dit que le lobby de l'anus avait son serviette partout, avec son cock-ring partout dans tous les ministères, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il y a à peu près 11,5% d'homosexuels dans ce gouvernement. Enfin, je parle pour ceux qui sont ouvertement déclarés comme tels, comme Elisabeth Borne, par exemple, parce qu'il y en a des tas, à commencer par le président de la République, qui n'assume pas son homosexualité, notamment le fait qu'il se fait péter la rondelle par Alexandre Benalla. Pour ça, il ne l'assume pas, mais ça, tout le monde le sait. Dans le petit milieu parisien, tout le monde le sait. Moi, je le sais, on le sait tous.
Mais il y a des tas de gens qui ne l'admettent pas, mais si on prend ceux qui admettent publiquement leur homosexualité, il y en a 11,5%, c'est plus que le nombre d'homosexuels qu'il y a dans la population. Dans une population normale, il y a à peu près entre 3 et 7% d'homosexuels. Bon, bah, notre J'ai lu un gouvernement, on a article, 11,5%. excuse-moi Pierre-Nicolas, mais je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai lu un article très amusant il y a peu de temps qui parlait de Gabriel Attal. Son grand truc apparemment, c'était de grappiller des petits jeunes en leur faisant croire monts et merveilles, en leur disant t'as vu, toi aussi tu peux devenir ministre à 29 ans, etc. Parce que bon, faut pas oublier que le lobby de l'anus, il a aussi pour caractéristique notable de permettre à des nobody de faire carrière très rapidement. Son grand truc, c'était de dire à des petits jeunes sortis de Sciences Po, viens chez moi, etc. Qu'est-ce qu'il faisait? Il débarquait chez lui, il y avait des gens partout à poil en train de baiser, en mode grosse orgie. C'est une façon pour lui de voir comment il réagissait. Il y a une perversion chez ces vieux pédés à des postes de pouvoir qui aiment grappiller des petits jeunes, des petites étoiles montantes et voir s'ils sont capables de se soumettre à eux. Fais quand même très attention à ce que tu dis, puisque je parle en connaissance de cause. Moi, je suis la personne qui a été le plus condamnée pour homophobie en France. Alors, je possède ce titre-là. Le premier homme à avoir été condamné pour homophobie en France, c'est Yvan Benedetti. Voilà, c'est un ami qui a déjà été invité plusieurs fois sur notre chaîne. C'est le premier à avoir été condamné pour homophobie en France. Et moi, je suis celui qui a fait l'objet de la plus lourde condamnation pour homophobie en France. Alors oui, pour le dessin animé, pour South Park. Voilà, je ne suis pas particulièrement obsédé par les homosexuels, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris le changement de paradigme en France. Parce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté partout. Nous, je veux dire, on en parle de manière un petit peu cavalière, mais on ne les balance pas du 7e étage des immeubles. Il y a des pays dans lesquels l'homosexualité, c'est un crime, c'est puni par des peines d'emprisonnement. Le Maroc, par exemple. Et dans tout un tas d'autres pays, dans plus de 8 pays du monde, c'est condamné par la peine de mort officiellement. Alors, aujourd'hui, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur cette petite communauté organisée, puisque c'est devenu une nouvelle variété de fudge. Aujourd'hui, tu ne peux plus plaisanter là-dessus, tu ne peux plus émettre la moindre critique sans qu'il y ait des chopes de plomb qui te tombent dessus. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur la fameuse communauté de l'anneau. Tu as parfaitement raison. J'ose espérer que notre ami Inger, ici présent, jouera du bip lors du montage de cette émission. Oui, tout à fait. Il faut également préciser que le travail que fait Alexandre, ce n'est pas seulement nous empêcher d'avoir des ennuis avec la justice, c'est également de pouvoir continuer à nous faire nous exprimer, nous ainsi que nos invités, sur notre chaîne YouTube, puisque le règlement YouTube, il est encore plus restrictif que ce que la loi nous permet de dire. Il y a ce que la loi nous permet de dire, et bien eux, sur le règlement, le fameux standard de la communauté, ils sont encore plus restrictifs, et ils censurent même je veux dire, certaines émissions qui emploient certains termes, je dirais, un peu grossiers ou en tout cas qui ne correspondent pas à leurs bonnes mœurs à eux. Voilà, donc on a affaire à des règlements qui sont encore plus restrictifs que ce que nous permettent de dire le droit. Et il faut s'y adapter. C'est une véritable torture pour des gens qui connaissent la liberté d'expression, comme par exemple aux États-Unis, où ils ont un second amendement qui leur permet de dire à peu près tout ce qu'ils veulent. Absolument. D'ailleurs, il serait bon que nous ayons, parce que nous sommes le pays de la liberté d'expression, je rappelle, d'un point de vue historique. Hein, on est le premier à avoir défendu cette liberté d'expression. Et pourtant, même les médias, d'ailleurs, je crois qu'on est classé quoi, 35e, 40e des pays avec le plus grand, comment je pourrais dire, avec la plus grande liberté d'expression pour les médias, ce qui est très peu, hein, finalement, 40e, pour un pays comme le nôtre. C'est d'ailleurs l'objet d'un article dans le Canard enchaîné de cette semaine qui nous apprend que la France va sûrement encore dégringoler dans le classement des pays de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, avec une série de batteries de mesures dont je n'ai plus le détail en tête, mais qui sont destinées à museler encore plus les Français et à faire passer un certain nombre de choses. On l'a vu d'ailleurs avec des propositions de loi qui ont été déposées par mademoiselle Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale il y a peu, qui ont pour vocation de faire passer toute une série de propos racistes, homophobes, antisémites et ainsi de suite, de la catégorie des délits de presse à la catégorie des délits tout court, et de pouvoir prononcer, dès lors que des tels propos seraient prononcés, des lourdes peines d'emprisonnement et des mandats de dépôt instantanément. Enfin, on se dirige lentement vers sûrement vers un système soviétique de contrôle total de la presse et de l'opinion. Alors, monsieur Mario, est-ce que la liberté d'expression, c'était mieux? Oui, Thomas? Oui, non, mais juste pour ajouter aux propos de Victor, bon, il a dit l'essentiel, mais il y a aussi une proposition
qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que des députés Renaissance veulent interdire les VPN en France. C'est-à-dire veulent interdire l'utilisation de Je t'ai parlé tout à VPN. l'heure, connard. J'avais pas entendu. Je pense que tu vas regretter tes propos très rapidement. Mais bon, non, là, j'avais pas entendu. Tu vois que je n'écoute pas toutes les conneries que tu peux dire. Oui, effectivement, l'interdiction de VPN, ça fait partie de tout ce processus de contrôle social total d'Internet, comme ça peut être dans des pays comme la Chine, même je sais qu'Alexandre Inger adore la Chine. Ben voilà, c'est le contrôle social, c'est en Chine, c'est en Corée du Nord, c'est dans ce genre de pays idylliques où vous serez totalement, tout sera contrôlé et vous aurez une marge de manœuvre particulièrement réduite pour vous exprimer, mais tout ce type de régime fait l'admiration de nos des gens qui nous gouvernent. Ils n'ont, même s'ils n'ont que le mot liberté à la bouche, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est faire taire toutes les voix discordantes, ou alors il faut que le débat soit complètement consensuel. C'est-à-dire que s'il y a un débat sur le réchauffement climatique, il peut y avoir un débat sur les manières de lutter contre le réchauffement climatique. Mais à aucun moment, il faut qu'il y ait un interlocuteur qui puisse dire que le réchauffement climatique d'origine anthropique est quelque chose de complètement bidon et que c'est une nouvelle religion chargée d'angoisser la population et de lui faire accepter absolument n'importe quoi. Donc voilà, on entre dans un processus tout de même impressionnant. Et c'est vrai que, comme le soulignait Pierre-Nicolas Nups, c'est vrai qu'on a eu la chance de connaître l'Internet libre. Et que maintenant, ça paraît totalement aberrant, mais il faut voir sur Facebook ce qu'on pouvait mettre à l'époque, alors que maintenant, aujourd'hui, le moindre petit mot de travers va être sanctionné de manière immédiate et radicale. On pourra dire que nous, on a connu l'Internet libre en France. Oui, et c'est même encore pire que ça. En Suisse, qui n'est pourtant pas réputée pour être une société pour le moins fermée, si j'ose dire, ni tout à fait illibérale. Eh bien, il faut savoir qu'en Suisse, j'ai vu des jurisprudences qui ont condamné des personnes parce qu'elles avaient liké, c'est-à-dire mis un pouce bleu sur certaines publications. Ça veut dire qu'elles ne les ont pas relayées, ça veut dire qu'elles n'ont pas commenté, elles ont simplement mis des pouces bleus sur des publications qui ne fallait pas aux yeux de la justice. Et maintenant, ça va finir par arriver chez nous. Vous pourrez être condamné parce que vous avez liké un post qu'il ne fallait pas liker. Ça devient complètement aberrant. Mais c'est ainsi. Tout à fait. Il y a même beaucoup de personnes qui connaissent des gardes à vue, etc., des arrestations, parce qu'ils ont fait quelque chose sur Facebook, ils ont posté un message. Moi, je propose la question, Yanis Morio, vous l'attendez probablement cette question. Est-ce que Internet, et même pas Internet, de manière générale, la liberté d'expression, c'était mieux avant? Oui, oui. Enfin, aujourd'hui, c'est presque un truisme de dire aujourd'hui, Pierre Desproges ne pourrait plus s'exprimer, ainsi que Jean-Yann, ainsi que Gainsbourg. C'est même tellement, voilà, c'est devenu, même à gauche, on le reconnaît. Bon, ils font rien, ils se posent pour les bonnes questions sur pourquoi, mais voilà, c'est acté qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut plus plaisanter, c'est une véritable catastrophe, une chape de plomb. Maintenant, faut choquer personne, même des gens qui s'amuseraient à être un peu, voilà, être un peu rudoyés, dans un humour un peu gras, aussi bien des homosexuels, des noirs, j'en connais plein qui rigolent volontiers, voilà, quand on leur dit des petites blagues bien senties. Mais maintenant, non, faut surtout pas, on n'a pas le droit de parler à des gens comme ça, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous dites? Ça peut être offensant. Et là, enfin, la société se transforme en un vaste. Avant, on avait des dames chaisières qui étaient choquées dès qu'il y avait un mot plus haut que l'autre. On pouvait dire c'était de la vertu, on va pas leur reprocher ça. Mais là, maintenant, c'est même plus une question de vertu. Même la vertu, c'est choquant pour ceux qui disent que ça serait choquant pour ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est vraiment c'est une pétaudière où tout le monde se serre les fesses. Qu'est-ce que je devrais pas dire aujourd'hui? C'est effrayant, effrayant. Des fois, on est tenté de dire un truc, mais bon, on se dit si c'est dans un cadre professionnel ou si on se tait. Donc, c'est vraiment c'est 1984, quoi. C'est orwellien. Nombre de bonnes blagues qu'on aurait pu faire, mais c'était pas le contexte, donc on s'est tu. C'est catastrophique. C'est un génocide des blagues. Donc oui, bon, bah c'est vraiment consternant. On le voit dans
dans tout, même dans les comédies. Comment ça, un génocide des Blacks, Yanis? Des blagues. Ah, des blagues, ok. Oui, tout le nombre de blagues, je suis sûr vous-même, vous auriez aimé sortir à un moment où c'était opportun, ils est passé par la tête, puis tout à coup, bah non, quand même, là, on est dans le cadre. Enfin, toi, t'as pas de filtre, tu t'en fous, mais Et pour le sinon, oui. génocide des Blacks, on laissera le Saint-Sida s'en charger. Alors, j'ai pas parlé des blattes non plus, mais il y a bien des punaises de lit Voilà. maintenant dans les Et fauteuils. tu sais, pour rester sur le sida, puisqu'on est au bistrot, le sida, ça touche principalement les homosexuels et les noirs. Comme quoi la nature est bien faite. Bon, puis on vit très bien avec ça maintenant, paraît-il. Il y a des traitements. C'est évidemment une plaisanterie, je retire totalement ce que je viens de dire. Oui, oui. Bien évidemment. Enfin, voilà, enfin, typiquement, voilà, le genre de. Je m'excuse par avance. Voilà. Bah, c'est pas par avance, du coup, c'est par après, mais tout à fait. Oui, je reçois des messages d'auditeurs qui s'offusquent parce que j'ai dit au président connard, mais c'était de l'humour, vous savez, parce qu'on est dans une ambiance bistrot, c'était pour déconner, c'était une blague, c'est parce que c'était humoristique. J'ai pris mon poing dans la gueule. Hein. Ouais, mais j'ai un VPN, attention. Je ne suis pas physiquement là. Non, je plaisante. Non, mais c'était une plaisanterie, voilà. Ne vous inquiétez pas. J'espère que le président n'est pas vexé par cette petite remarque vindicative faussement, évidemment. Mais non. On parlera plus tard du reportage que tu vas faire en Bretagne bientôt. Ah, c'est ma récompense. Être muté en Bretagne, c'est une super récompense. Et pas n'importe où. La mère des batailles. Écoutez, mes chers amis, j'ai été surpris. J'étais surpris parce que, vous savez, j'ai écouté l'homélie du père Attali, et le père Attali disait que la mixité, c'était quelque chose de très positif. Le métissage est positif, ce sont ses propres mots. Il faisait foi de l'immigration. Il disait que c'était très très bien, voilà, que l'Afrique vienne en Europe, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rétracte. Il dit que l'Europe c'est une vraie passoire. Emmanuel Macron semble aussi s'interroger sur les bienfaits de l'immigration. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un retournement, j'ai envie de dire, presque de situation par rapport à ces 40 dernières années? Si quelqu'un a une réponse à m'apporter autour de cette table, allez-y. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, sur les retournements de veste soudains et brutaux de cet ordre-là, où ils font croire qu'ils ont toujours dit bleu alors que 2 secondes avant ils disaient vert. C'est que ça procède en fait de techniques de contrôle mental. Les anglo-saxons ont un mot qui est très intéressant là-dessus qui s'appelle gaslighting. C'est le fait de manipuler les gens en changeant des choses dans leur environnement, puis ensuite en leur disant mais pourquoi c'est comme ça, tu n'as pas remarqué, par exemple égarer les affaires de quelqu'un, puis lui faire croire qu'il perd la tête. C'est exactement les mêmes techniques de manipulation perverse qui sont utilisées, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à dire absolument tout et son contraire aux gens de façon à leur faire croire que quoi qu'ils disent, ils ont raison quelque part. On voit très bien ça dans 1984 d'ailleurs de George Orwell, où on a un gouvernement qui s'arrange toujours pour avoir toujours été d'une façon ou d'une autre du côté de la vérité. Lorsqu'il prend une position, il modifie l'ensemble de sa littérature, l'ensemble de son histoire, l'ensemble des archives des journaux pour faire croire que la position qu'il tient à un moment T a été celle qui a été toujours tenue. C'est exactement les mêmes techniques de manipulation de masse qui sont en jeu, mais je laisse la parole à Bruno. Ouais, je vous rassure, hein, il déplore le fait que des Africains et que tout le tiers-monde accueilli suspect débarquent en Europe et empêche ses copains de faire des affaires en toute sécurité. En fait, c'est ça le vrai problème, parce que dans la même intervention, il explique que la disparition des frontières au sein de l'Europe, c'est quelque chose de très très bien. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est ses petites affaires et les petites affaires de ses copains. Et le fait qu'on puisse être envahi ou déclassé chez nous, il n'en a absolument rien à foutre. Très, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, par exemple, Frédéric Cavalli? Alors, moi, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est que Attali, avec beaucoup de ses coreligionnaires, pas tous, hein, quelqu'un comme Éric Zemmour, j'ai toujours considéré comme un patriote sincère, mais beaucoup de ses coreligionnaires de gauche et internationalistes nous ont vendu l'immigration de masse. C'est-à-dire que si un gars comme ça aujourd'hui est alarmé,
Et moi, je pense que, alors je ne vais pas mettre le mot sincère à coller à Attali, ce serait un oxymore, mais s'il est préoccupé par ça, ça veut dire qu'on est vraiment arrivé à un point de non-retour, quasiment. D'un autre côté, sans faire de l'anachronisme de bistrot, même si on est au bistrot, je pense qu'aujourd'hui, parce que idéologiquement, Attali, c'est un mitterrandien, il s'est formé idéologiquement dans les années 70-80. Mais aujourd'hui, si un mec comme François Mitterrand ressuscitait, alors qu'il est pourtant le principal artisan de l'immigration-invasion de la France, ou en tout cas de la création de l'idéologie antiraciste, s'il ressuscitait aujourd'hui, je pense il retournerait immédiatement dans sa tombe parce qu'il ne comprendrait pas ce qui s'est passé pendant ces 25 ans d'absence forcée. Et d'ailleurs, pour preuve, j'en parlais lors d'un dîner à Versailles, lors de nos dîners mondains et populaires avec Bruno Gollnisch, mais c'est tout juste si Julien Drey, sur CNews, ne parle pas comme nous. J'exagère un peu, mais alors que c'est quand même lui qui a été le principal artisan politique socialiste de l'éclosion des SOS racisme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même ces espèces de sales gauchistes, pour imiter maladroitement notre ami québécois qui nous écoute peut-être, eh bien même ces gens-là qui ont importé l'immigrationnisme il y a 40 ans, si ces gens-là sont choqués aujourd'hui, ça montre d'une part l'état catastrophique dans lequel se trouve l'Europe en termes d'invasion migratoire, et deuxièmement, ça prouve à quel point le Parti socialiste s'est déporté encore plus à gauche pour faire partie d'un groupe de nervis gauchistes comme la NUPES. Ça prouve vraiment que d'une part, la classe politique s'est vraiment déportée à gauche, et de l'autre côté, les immigrés, eux, se sont importés chez nous. Voilà, déporté à la NUPES, mais Pierre-Nicolas Nups, à pas confondre évidemment, un petit mot peut-être sur ce que vient de dire Monsieur Valli. C'est mieux sans eux. J'essaye d'éviter de faire des blagues sur la déportation, je n'ai pas envie d'aller en prison. Ah, mais très bien, bah, tant pis. Tant pis, non, tant mieux. Vaut mieux éviter d'aller en prison. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de place. C'est Cronenbourg, mon amour, Cronenbourg pour toujours, Cronenbourg, les bips dans le four. Parfait. Oui, du coup, disons, très bien. Alors, écoutez, chers amis, j'ai plus beaucoup d'actualité. Je regarde un petit peu mes fiches. Non, bah non, écoutez, on a tout traité, on a traité tous les sujets. On peut se féliciter, bravo. Et bah, bravo, écoutez, moi j'ai pas grand chose à rajouter. On a parlé d'Attali, on a parlé de tout. Comment vous sentez, voilà, parce que c'est une discussion de bistrot, donc j'en profite. Vous les sentez comment ces JO? Est-ce que ça va bien se passer? Peut-être, je sais pas moi, Victor, comment ça va se passer? Moi, on n'en a rien à branler des JO. Personne n'en a rien à branler en France. S'il y a quelques connards qui veulent aller payer 400 € pour aller voir des lesbiennes balancer des poids ou jeter le javelot, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, ou jouer au hockey sur gazon? Mais on n'en a rien à branler. Personne n'en a rien à foutre. On va regarder un peu à la télé l'athlétisme, mais tout le reste, on s'en fout. Même les équipes de foot, c'est pas les équipes nationales, c'est des équipes composées de jeunes. Alors j'imagine l'équipe française olympique, ça va être mignon, à laquelle on va rajouter 2-3 vieux. Enfin, ça, c'est de la merde. Tout le monde s'en fout, à part pour l'athlétisme. Voilà, mais ça n'a plus rien à voir avec les Jeux Olympiques originels. En plus, ça va coûter un pognon de dingue à la France. Bon, il y a peut-être Paris, l'Île-de-France, qui va être sécurisé à peu près pendant cette période-là pour éviter qu'au niveau international, on montre une image abominable de la France. On a bien vu qu'ils vont sécuriser, ils vont retirer les bouquinistes le long de la Seine. C'est vachement utile là pour les Jeux Olympiques. Mais voilà, je pense que la plupart des Français n'en ont rien à secouer. Par contre, ce qui serait assez intéressant, c'est de savoir quel gouffre financier ça va être et combien ça va coûter aux contribuables d'organiser ce truc qui est systématiquement, les pays qui l'organisent sont en déficit. D'ailleurs, il va arriver un moment où il y aura quasiment plus de pays qui voudront organiser cette merde que sont les Jeux Olympiques, parce que certes, il y a des sports intéressants, mais les 3/4 des autres sports, c'est chiant comme la pluie. Voilà. Alors, je ne parle même pas des Jeux paralympiques. Là, j'en parle même pas, où maintenant, ils ont le droit de faire
leurs prestations, enfin qu'ils fassent du sport, je n'en ai pas le problème, et qu'on essaie absolument de faire croire ou dire aux gens que c'est aussi formidable que les Jeux Olympiques, et puis d'ailleurs c'est diffusé, alors qui va aller, déjà que la plupart des gens regardent pas les Jeux Olympiques, mais alors là les Jeux Paralympiques, là c'est le pompon quoi. Donc voilà, je pense que, je sais pas ici s'il y a des gens qui sont passionnés par les Jeux Olympiques, mais à part la finale du 100 mètres ou quelques épreuves d'athlétisme, je pense que tout le monde se cogne, se branle total des Jeux Olympiques. Ah, moi, ça m'intéresse autant que le foot féminin, c'est dire. Et moi, autant que le foot tout court, c'est dire. Je me fais des ennemis, là. J'ai entendu, Bruno, j'ai entendu. Oui, d'ailleurs, je vous sers de l'alcool. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Victor? Je pense surtout que les Jeux Olympiques vont être une occasion formidable de mesurer le niveau d'incurie et d'incompétence de nos gouvernements, et qu'il y aura des esclandres monumentaux à Paris, comme pendant certains matchs avec les fameux supporters anglais, hein, comme on a pu voir. À mon avis, ça va être très très drôle, d'une façon un peu, bon, on a un humour assez pince sans rire, j'en conviens, dans notre famille politique, un humour un peu morbide et noir, mais à sa manière, je pense qu'on va se bidonner parce que ça va continuer d'entrer dans l'absurde, de procéder à cette transformation du monde moderne en un genre de gigantesque cirque où plus rien n'a de sens. Et voir un gouvernement qui se préoccupe de créer, comme l'a très bien dit Thomas, des Jeux Olympiques, d'organiser des Jeux Olympiques avec un budget démentiel pour essayer de vendre un semblant d'influence française à l'international, un semblant de rayonnement de la France à l'international, alors même qu'on est incapable de garder la main sur nos anciennes colonies et qu'elles nous filent entre les doigts, ça a quelque chose d'assez grinçant mais drôle à sa manière, et je pense qu'on va beaucoup rire pendant les Jeux Olympiques parce qu'on va atteindre des sommets d'absurdité qu'on aura rarement vus. En tout cas, je compte sur nos racailles pour ne pas nous décevoir et donner à Paris et à la France les Jeux Olympiques qu'elle mérite. Et vous savez... contre, là où je vais pas rigoler, pardon Alexandre, là où je vais pas rigoler, juste 5 secondes, c'est en tant qu'automobiliste, Hidalgo est en train de nous concocter une neutralisation de 2 voies sur 3 du périph' pour, attacher vos ceintures, permettre aux athlètes d'avoir accès plus facilement à pied au stade dans lesquels ils vont aller faire leur compétition. J'imagine bien, tu sais, le footballeur qui gagne 10 millions d'euros par an, aller à pied au stade, quoi. Enfin, ça va être cauchemardesque. Tout à fait, tout à fait. Et écoutez, moi, je vous sers de l'alcool depuis tout à l'heure, mais je vais vous avouer quelque chose, je n'ai pas la licence 4. Alors, est-ce que, monsieur le président, monsieur Thomas Joly, vous pourriez me faire supprimer, s'il vous plaît, la licence 4 une fois que vous aurez le pouvoir? Oui, nous ne l'avons pas encore précisé dans notre programme, mais la suppression de la licence 4 et même des autres apparaît tout de même prioritaire, vu que les bistrots ferment les uns après les autres. Je pense qu'il faut libéraliser cette profession pour justement qu'il y ait une plus grande offre au niveau de la distribution de boissons alcoolisées. Et c'est malheureusement voilà une des rares mesures qui a été prise sous Pétain, c'est-à-dire l'institution de la licence 4. Mais je crois que l'ami Yanis Morio connaît l'historique de la licence 4. D'ailleurs, je lui propose de nous rappeler tout ça et aussi de quelle aberration, voilà, comment la licence 4 limite. Et je voudrais aussi rappeler que le Parti de la France est aussi pour rétablir la possibilité d'être bouilleur de cru. Et d'ailleurs, on avait eu un très bon communiqué de Victor Jean de la JLRD à ce sujet. Donc je pense qu'il serait bien, dans le cadre de ce bistrot du PDF, que d'une part, Yanis Morio explique pourquoi nous sommes pour la disparition de la licence 4 et d'ailleurs des autres, et que Victor nous rappelle la position du Parti de la France sur les bouilleurs de cru. Alors oui, effectivement, comme l'a rappelé le président, c'est, je pense, le seul reproche qu'on peut faire au maréchal, c'est d'avoir mis en place ces licences qui donnent du coup un nombre restreint par département de débit de boissons qui peuvent servir de l'alcool fort. Rappelons que la licence 4, c'est l'alcool fort. On peut servir de la bière, du vin dans une licence 3. Il y a aussi une licence restaurant, on peut consommer ce qu'on veut, mais si on mange. Enfin, je pense qu'il faut
libéraliser tout ça. On est des grands garçons, des grandes filles aussi, il y en a qui nous écoutent. Voilà, je pense que nous sommes un pays, voilà, nous sommes le pays du vin, nous sommes le pays de la gnôle, nous sommes le pays où on arrive à faire de l'alcool avec à peu près tout, même des plantes improbables. On voit ce que nos moines à la Chartreuse arrivent à faire avec des fleurs que même des gens qui font de la botanique ne connaissent pas forcément. D'ailleurs, leur recette est secrète, donc comme ça au moins la question ne se pose pas. Enfin, on est vraiment le pays de la gastronomie, aussi bien solide que liquide. Donc, bon, bah, évidemment, on boit des fois dans les bars, c'est pas toujours de la grande gastronomie, hein. Il y a quelques bières de chantier, voilà, mais voilà, on sait très bien cette manière, cette pratique de dame chaisière, parce que ça nous ramène aussi en Amérique. C'était aussi ce qui avait motivé à l'époque le maréchal, c'était l'idée de lutte contre l'alcoolisme. Bon, ça peut être un fléau quand c'est vraiment un très haut niveau, mais quand on voit voilà, ce qu'était la prohibition, tout le monde nous parle de la prohibition, c'est vrai que c'est quand même fou d'imaginer dans le pays qui était la première puissance du monde, qu'on n'avait pas droit à une goutte d'alcool, c'est-à-dire même du vin à table. C'est vraiment démentiel. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, hein, je parle quand même des États-Unis, qui sont le pays du Bourbon dans le Kentucky. C'est tout à fait démentiel, mais ça vient de dames chaisières, qui à l'époque, c'était plus par des motivations, c'était souvent des épouses d'alcooliques qui en avaient marre et qui du coup voyaient leurs conditions, sans doute très tristes, hein, c'est jamais bien réjouissant d'être femme d'alcoolique. Ça dépend de l'alcoolique, il y en a qui sont très sympas, on en connaît ici, mais elles ont voulu faire, voilà, étendre leurs problèmes à elles à toute une société. Il y a des gens qui n'avaient aucun problème avec ça, et on voit le même problème aujourd'hui avec des féministes à la Sandrine Rousseau. Dès qu'elles ont un problème, bah ça y est, c'est tous les hommes qui doivent pâtir, puis toutes les femmes sont sommées d'être d'accord avec elles, sinon elles marchent avec le patriarcat. Donc là, c'est le même problème, c'est des bonnes femmes qui ont eu des problèmes avec leur mari alcoolique, et oh là là, il faut à tout prix interdire le petit jaune à la table, le petit verre de blanc, le petit vin. C'est une catastrophe. Puis ça va de pair avec aujourd'hui une islamisation complète de la France, qui ne sont pas des gens qui sont connus, même s'il y en a qui boivent évidemment, mais en cachette, hein, sauf pendant le ramadan, c'est le moment où on est pieux. Donc c'est absolument insupportable. Il y a des tas de villages, parce qu'on parlait justement des bistrots qui ferment. Il y avait des villes dans le temps, des petites villes de 2 000 à 3 000 habitants, où il y avait une dizaine de bistrots. On le voit encore dans certaines régions, en Bretagne, dans le Nord. Je l'ai vu un peu aussi dans la campagne autour de Grenoble, mais la campagne, hein, pas la banlieue grenobloise complètement islamisée. Mais il y a plein de villages où il y avait un bistrot dans le temps. Il n'y en avait pas 2 ou 3, il y en avait qu'un, parce que c'est des petits villages, mais où il n'y en a plus du tout. Où il faut aller des fois à la commune limitrophe quand on a de la chance, des fois en faire 2 ou 3 avant de vraiment trouver le chef-lieu de canton. Enfin, maintenant, les cantons sont devenus tellement immenses que c'est plus une référence géographique. Mais il faut vraiment aller à l'endroit voilà, où il y a le marché, où là, effectivement, il y a un bistrot dans la bourgade. Et du coup, c'est toute une convivialité qui se perd. Enfin, et pour sauver vraiment ce marché, c'est permettre à des gens qui pourraient ouvrir un bistrot, permettre à des jeunes qui voudraient se lancer, de pouvoir en ouvrir un sans qu'ils soient obligés de payer une licence à des prix faramineux. Le préfet en donne tant par département. Quand il y en a une, ben voilà, faut la racheter. Tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Et les banques, souvent, ne prêtent pas. Alors, ils prêtent pour ouvrir un restaurant, mais quand c'est vraiment pour ouvrir un bistrot, quoi, même s'il y a beaucoup de bistrots maintenant qui se mettent à faire un peu à manger, bon, c'est des planches, mais c'est pas non plus licence resto. Bah, du coup, les banques se disent: «Ouh là là, lui, il va finir alcoolique», comme beaucoup de patrons de bistrot, ça existe. J'en connais aussi qui ne boivent pas, qui nous regardent nous pochetronner en buvant des sirops bigalés avec de l'eau. Bon, ça existe aussi, ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Mais c'est voilà, les banques n'aident pas, la préfecture n'aide pas, la conjoncture économique n'aide pas, donc c'est vraiment un métier en perdition. Et qu'est-ce qu'on ferait sans nos bistrots? Enfin, c'est aussi l'âme de la France. Il y a des débits de boissons dans plein de pays, il y a avec chacun sa propre culture, les tavernes de bière en Allemagne, les pubs en Grande-Bretagne, et le bistrot français, voilà, le zinc, comme on dit, c'est aussi une part de la culture française qui se perd, et évidemment la bureaucratie et la conjoncture n'aident pas, et je pense qu'il faudrait pour le coup donner un coup de pouce à ce marché, à cette profession, et libéraliser un peu le marché
faire de l'air, voilà, permettre. Tu as entièrement raison, mon cher Yanis, et je me permets... J'ajouterai très rapidement que le Parti de la France autorisera de nouveau de fumer dans les bistrots, qu'ils voudront bien. C'est-à-dire que des bistrots, s'ils veulent pas qu'on fume dans leur bistrot, très bien, mais ceux qui veulent autoriser les gens à fumer dans leur bistrot, eh bien, ce sera autorisé par le Parti de la France. Il y en a marre de toutes ces lois débiles, soi-disant sanitaires. Si les gens veulent fumer dans le bistrot, eh bien, ceux qui ne veulent pas sentir la fumée ne viennent pas dans le bistrot et c'est tout. Mais on veut retrouver des bistrots où on peut en griller une ou s'allumer son cigario avec son calva. Ce qui est le plus terrible avec la loi E20 dont tu viens de parler, Thomas, c'est aussi que le type d'émission que l'on est en train de faire là n'est plus possible à la télévision. Car il est devenu littéralement impossible de représenter des gens en train de fumer et en train de boire. Ce qui explique pourquoi beaucoup d'émissions de télévision qui étaient fameuses dans les années 80-90, comme Lunettes Noires Blanches pour Nuit Noire ou Lunettes Noires pour Nuit Blanche ou Double Jeu de Thierry Ardisson ne sont plus possibles maintenant. C'est des émissions un peu littéraires, un peu intello, mais où des invités pouvaient se lâcher, picoler, où ça parlait jusqu'à des pas d'heure, etc., ne sont plus possibles et ça procède de façon générale à une tendance de la société à être de plus en plus guindée, de plus en plus coincée. C'est absolument abominable et je pense que c'est un autre aspect de la loi E20 qui est dramatique, outre le fait de ne plus pouvoir fumer dans les bars. Concernant les bars en eux-mêmes et l'alcool en général, alors notre ami Yanis a fait un exposé très intéressant sur la question des points de boissons, des débits de boissons qui sont complètement restreint maintenant par la présence de la licence 4, mais un autre aspect, c'est celui de la production. Je viens d'une région, donc la Normandie, où il y a historiquement une tradition du bouillage de cru, du droit de bouillir le cru, c'est-à-dire de distiller des alcools à faible pourcentage pour en faire ensuite des distillats. Donc on passe du cidre, les excédents de cidre en Normandie étaient distillés par les bouilleurs de cru pour en faire du calva. C'était un droit que tout un chacun avait. Et il y a eu des lois sous la 4e République qui ont fortement limité ce droit et l'ont rendu extinct, je ne saurais pas trop comment dire, mais bref, en tout cas, c'est un droit qui est en train de s'éteindre. C'est-à-dire que après 59, il n'a plus été possible d'acquérir. C'est un droit qui se transmettait de père en fils et qu'il n'a plus été possible d'acquérir après 1959. C'est-à-dire que les derniers bouilleurs de cru en Normandie ont aujourd'hui 80-90 ans pour la plupart. C'est une profession qui disparaît, c'est un savoir-faire qui disparaît et ça se fait au profit, comme je le disais dans le communiqué que j'avais rédigé à ce sujet pour le parti, ça se fait au profit d'alcool industriel de bien moins bonne qualité. C'est un savoir-faire, c'est un terroir qui est en train de se perdre et que je pense que le Parti de la France aura aussi bien évidemment pour ambition de restaurer de façon à permettre aux paysans qui souhaitent distiller leur excédent de cidre de le faire sans avoir de compte à rendre à personne. Merci beaucoup. Je me sens obligé d'intervenir quand j'entends Yanis Morio, non moi l'idée de créer un débat, mais s'il y avait Yvan Benedetti, qui est un ami, vous le savez, qui était là, il vous aurait dit que le maréchal Pétain était dans l'esprit, non pas tant de réduire l'alcoolisme, mais surtout qu'avant son système de licence, c'était les préfets qui distribuaient l'autorisation de vendre de l'alcool au bar. Et l'idée, c'était plutôt de réduire la corruption, le copinage, etc., etc. Et sinon, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, en fait, l'histoire des licences, c'est un petit peu comme les plaques de taxi. Vous savez, les plaques de taxi qui coûtent plus de 100 000 € à acquérir. Maintenant, bon, bah, il y a les Uber, du coup, les taxis ont fait la tête. Mais j'ai envie de dire, pourquoi il faut toujours payer une plaque 100 000 € pour être taxi? Les taxis, ce ne sont pas des compétences incroyables qui sont demandées. Donc moi, je pense que quand il y a effectivement des licences qui sont obsolètes, qui sont coûteuses et pas du tout rationnelles, il faut effectivement être pragmatique et s'en débarrasser. C'est en tout cas mon opinion, peut-être qu'on peut en débattre, mais je pense que le lien peut être fait, le parallèle peut être fait entre les plaques de taxi et les licences dans les bars. J'ai rien spécialement sinon à rajouter. Je suis tout à fait d'accord aussi avec vous, cher ami Victor. Chers amis, je crois que nous avons tout abordé, donc si vous êtes d'accord, si vous êtes d'attaque,